Bonjour l'ancêtre, heureux de vous retrouver pour cette émission sur les fossiles et sur l'évolution. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage extraordinaire, à la fois dans le temps et sous l'eau. Auparavant, je dois me rendre dans mon laboratoire. Le travail du paléontologue, il s'effectue bien sûr sur le terrain pour ramasser les fossiles. Mais la grande part de l'activité, c'est au bureau, lorsqu'on va étudier le matériel qu'on a recueilli. Et pour ça, on va utiliser aussi bien des méthodes traditionnelles comme le dessin, mais aussi l'informatique qui va nous aider à reconstituer les généalogies des animaux. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas un sujet de paléontologie pure, c'est un sujet d'archéologie. Un sujet d'archéologie et plus particulièrement une grotte, la grotte Cosquer. Souvenez-vous, il y a quelques années, dans la région de Marseille, on a découvert une grotte dont l'entrée était à 40 mètres sous l'eau et dans laquelle il y avait des peintures rupestres. Ces peintures, elles datent de plus de 20 000 ans pour les plus anciennes. 20 000 ans, c'est quelque chose qui n'est pas facile à appréhender. Je vous propose donc d'imaginer que notre Terre s'est formée le 1er janvier et qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes le 31 décembre, il est minuit, on va sortir le champagne et les cotillons. À cette échelle, chaque jour représente 12 millions d'années. Que s'est-il passé à cette échelle-là? Eh bien, par exemple, la vie, elle est apparue le 28 mars, sous forme de petites bactéries, ces animaux microscopiques qu'on va éliminer à l'eau de Javel. Les premiers vertébrés, des poissons extrêmement primitifs, apparaissent le 24 novembre. Les dinosaures ont peuplé notre globe entre le 12 et le 25 décembre. À cette échelle, Christophe Colomb a découvert l'Amérique il y a seulement 4 secondes. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir dans la grotte Cosquer, il y a un peu plus de 20 000 ans, soit à notre échelle, pratiquement 3 minutes. Rendez-vous dans les Calanques de Marseille. Et bien voilà, je suis ici à Cassis, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Et croyez-moi, il y a 27 000 ans, cet équipement, c'était vraiment la tenue de rigueur. Aujourd'hui, la Provence, ça a bien changé, on n'a plus besoin de tout ça. Et vous le voyez, derrière moi, il y a les calanques. C'est très très joli. Et dans ces calanques, il y a une grotte. Et cette grotte, elle porte le nom d'un homme. Qui est cet homme? Je m'appelle Henri Cosquer, il y a 25 ans que je suis moniteur de plongée, scaphandrier. Et en gros, ça fait 35 ans que je plonge. J'habite Cassis depuis 20 ans et puis je suis originaire quand même de la région. Hein. Je suis né à Martigues et j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait 70 km à l'est. Voilà, donc je me suis installé à Cassis pour prendre la direction du centre cassin de plongée. Cosquer en breton ça veut dire lieu ancien et puis autre particularité c'est que mon bateau il s'appelle Cro-Magnon et je l'avais bien avant la découverte de la grotte. C'est bizarre, non? Et bien voilà, on a demandé à Henri Cosquer de nous amener voir sa grotte. Sa grotte, elle est à côté du Cap Morgiou, à 4000 nautiques d'ici, ça fait à peu près 7 km sur la commune de Marseille. D'ailleurs, moi, je vais en profiter pour essayer de faire ma première plongée. Allez, on y va? Ok, on y va, c'est bon, c'est parti. La découverte, on va dire, c'est le hasard des plongées. Et c'est vrai que toute cette portion de côte, je l'ai parcourue sous l'eau, avec mes palmes. Et au niveau de la plongée, la particularité de cette roche, c'est du calcaire. Il y a énormément de galeries, de boyaux, de failles, de grottes. Et c'est vrai que j'en ai exploré des centaines. Bon ben voilà, on vient de parcourir le trajet entre Castelvieille, le dernier massif, et le Cap Morgiou. Le Cap Morgiou qui se situe ici, là, cette avancée de roches, là, juste là, qui sépare donc ce Cap Morgiou, sépare la calanque de Morgiou qui se situe derrière, et la calanque de Sormiou qui est dans mon dos. On est juste devant l'anse de la Triperie, et notamment ici, on va citer un peu les grottes qui se situent dans cette portion de côte là qu'on a devant les yeux. Là, tout au fond, on a la grotte de la Triperie. Donc ça, c'est une grotte assez grande, 10 mètres de diamètre d'entrée, qui rentre à peu près 50 à 60 mètres sous terre. Un peu plus loin, nous avons
au bout là-bas, les grottes du Figuier, même chose, hein, c'est aussi, donc on voit dans un endroit qui est pas très grand, ça représente une portion de côte d'environ 500 mètres. Hein, il y a déjà 2 grandes grottes. Et puis là, juste dans l'axe de ce vallon, en bas, à 37 mètres, c'est l'entrée de la grotte Cosquer. Tu mets les pieds là et tu sautes. Nom de Dieu! Bon, ben, j'ai au moins essayé de me mettre à l'eau déjà. Toujours serré. Lorsqu'Henri Cosquer a pénétré pour la première fois, le premier depuis près de 20 000 ans, dans cette grotte magnifique et qu'il a émergé dans cette bulle, dans cette grande salle brillante, il n'avait que sa torche de plongée, c'est-à-dire un éclairage tout de même très réduit. Et il ne s'attendait pas du tout à trouver des peintures ou des gravures préhistoriques, pour la bonne raison qu'on n'en connaissait pas dans les grottes terrestres, dans le sud-est de la France, et qu'il ignorait tout de la préhistoire. Et il a été séduit par la beauté des lieux. C'est une grotte magnifique, et elle est intacte. Elle a été scellée par la mer quand la mer est remontée à la fin de la dernière glaciation, en gros il y a 10 000 ans. La grotte Cosquer, vous le savez, s'ouvre à près de 40 mètres de profondeur, 37 mètres exactement, au pied d'un tombant, par une toute petite ouverture, une ouverture de moins d'1 mètre de haut, ce qui explique qu'elle soit passée inaperçue. Et ce petit trou donne accès à une galerie très longue, inquiétante, qui mesure plus de 160 mètres de long. Une galerie remontante, relativement étroite, très étroite par endroits, qui se termine par une chatière d'une quinzaine de mètres, dans laquelle on se glisse sur un sol vaseux, avant de déboucher dans la grande salle, et là on émerge. On ne peut pas dire à l'air libre, mais on émerge dans une énorme bulle, toute scintillante de stalactites brillantes, de stalagmites qui pointent de tous les côtés, et c'est un émerveillement. Donc cette salle fait environ 70 mètres de diamètre, c'est le noir total tout ça. Donc on se déplace avec une petite lampe, il faut pouvoir se repérer. J'ai dû y aller au moins minimum 10-15 fois avant de tomber sur la première peinture. Voilà, donc la première peinture, je suis tombé sur une main qu'il y avait sur la paroi. Et donc j'ai regardé cette main et puis j'ai dit qui c'est qui est venu taguer là-dedans. Alors Henri, je te promets, c'est pas moi. Hein. D'ailleurs, équipé comme je suis, je peux pas descendre. Hein. Les mains, j'y suis pour rien. 56 mains dessinées en négatif sur les parois de la grotte. Il y a 2 façons de laisser l'empreinte de sa main sur une paroi. La plus simple, c'est de tremper sa main dans du colorant, de l'ocre ou du charbon de bois, et l'appliquer sur la paroi. C'est une main en positif. Paradoxalement, cette méthode très simple a été très peu employée par l'homme préhistorique et il lui a préféré une méthode un petit peu plus compliquée, qui est la méthode du pochoir, c'est-à-dire on applique sa main sur la surface choisie et on souffle ou on crache avec la bouche, lèvres serrées, du colorant dilué dans la bouche, du colorant rouge, c'est-à-dire de l'ocre ou de l'argile rouge, ou de la poudre de charbon de bois pilée, si on veut obtenir des mains sur fond noir. Et par chance, dans la grotte Cosquer, ce sont en majorité des mains noires qui ont été dessinées, c'est-à-dire qu'on a employé la poudre de charbon de bois, ce qui nous a permis de les faire dater. Parmi ces mains négatives, ces 56 mains négatives de la grotte Cosquer, la grande majorité présente des doigts incomplets, des doigts raccourcis. Or, ces mains négatives avec des doigts incomplets existent et sont connues depuis longtemps dans une grotte des Pyrénées ariégeoises qui s'appelle Gargas, dans laquelle il y a plusieurs centaines de mains négatives, dont 80 à 90% présentent des doigts incomplets. Et plusieurs hypothèses ont été émises
à propos de ces mains mystérieuses. On a voulu y voir d'abord des mutilations. L'homme préhistorique aurait obéi à des rites sanglants en se coupant plusieurs phalanges de la main gauche, puisque ce sont le plus souvent des mains gauches qui sont représentées. On s'est appuyé sur des exemples ethnologiques. Et puis, on a pensé que pour des gens qui vivaient de la chasse, de la pêche, qui devaient se servir de l'intégralité de leurs doigts pour tailler du silex, pour survivre, c'était vraiment s'handicaper gravement que de se mutiler de la sorte. Alors on a fait intervenir des mutilations non pas volontaires, mais pathologiques, qui seraient dues à des maladies circulatoires, comme la maladie de Raynaud ou la maladie d'Ainum, qui peut entraîner la nécrose et la chute des dernières phalanges, ou des gelures graves, puisque ces gens vivaient en climat glaciaire. Mais là aussi, la théorie ne convenait pas, car le pouce est toujours intact, aussi bien à Cosquer qu'à Gargas, et on ne voit pas pourquoi des maladies ou de gel auraient épargné le pouce et pas les autres doigts. Alors, on a choisi une dernière hypothèse qui est probablement la plus plausible, ce qui ne veut pas dire que ce soit la meilleure, mais qui pour l'instant est la meilleure. C'est celle de doigts non pas amputés ou mutilés par des maladies, mais de doigts repliés. Et il s'agirait d'un langage gestuel, un langage silencieux. C'était un langage utilisé par les chasseurs, réservé aux hommes et utilisé par les chasseurs. Et il est très probable que dans la grotte Cosquer, c'est un message que nous ont laissé ces mains, reste et restera toujours à le déchiffrer. Une chose est sûre, les gens qui ont laissé les traces de leurs mains en bas, ils ne sont pas allés à la nage. Hein. D'abord, c'est profond. Hein. Et donc, ça veut dire qu'ils y sont allés à pied. S'ils y sont allés à pied, c'est que la mer était moins haute. Et si elle était moins haute, c'est que l'environnement était différent. Quel était l'environnement du temps de la grotte Cosquer? Les hommes se trouvaient dans un environnement totalement différent. Pourquoi? Eh bien, nous étions en période glaciaire. Qu'est-ce que ça veut dire une période glaciaire? C'est une période où le climat étant très froid, nous avions sur le nord de l'Europe et de l'Asie de grands glaciers, à tel point qu'au temps de Cosquer, il existait aux portes de Lyon une immense mer de glace. Quand l'homme arrive à la grotte Cosquer, il n'a pas ces superbes calanques que nous voyons aujourd'hui. Non, il a devant lui un vaste plateau avec une végétation très rase. C'est ce que l'on a appelé la toundra steppique. Par ailleurs, il y avait des bosquets d'arbres, comme le bouleau, l'aulne ou bien le pin sylvestre. Ces grandes étendues de toundra steppique étaient parcourues par des troupeaux de chevaux. Il y avait également des bisons qui, au niveau de leur aspect, étaient différents de ceux que l'on peut avoir aujourd'hui dans les grandes plaines nord-américaines. Il y avait aussi un animal très particulier qui, lui, a totalement disparu de nos faunes actuelles, c'est le cerf géant. Les plus grands mâles faisaient jusqu'à 1,60 m de hauteur à l'épaule. Par ailleurs, il possédait une ramure très imposante qui pouvait atteindre jusqu'à 3,50 m d'envergure et peser jusqu'à 40 kg. Il avait aussi la possibilité d'observer les bouquetins et les chamois. Et puis, n'oublions pas que nous sommes au bord de la mer. L'homme qui habitait aux alentours de la grotte Cosquer avait donc devant lui toute une faune marine. Tout d'abord, il pouvait voir des phoques. Ces phoques sont sûrement des phoques moines. Par ailleurs, il y avait aussi le grand pingouin. Le grand pingouin a totalement disparu au XIXe siècle de l'ensemble de la planète. C'était une espèce de climat froid qui est donc venu jusque dans la Méditerranée. Et donc après avoir vu la main, tu as trouvé des animaux? Oui, je suis tombé sur le panneau de petits chevaux, là, juste au ras de l'eau, là. Et là aussi, ça a été la surprise la plus totale, quoi. Parce que j'avais vu les mets, je m'attendais à trouver que des mets. Et puis, donc, toutes ces peintures d'animaux, ça a été encore la grande surprise, quoi. Alors, des petits chevaux au ras de l'eau, sous la mer. Quelle surprise! Quels sont les autres animaux qui sont figurés dans la grotte Cosquer? Nous avons recensé au total, pour l'instant, plus de 150 représentations animales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres dans des recoins que nous n'avons pas eu jusqu'à présent le temps d'explorer. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y en avait pas davantage à l'origine, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on ne possède plus que le tiers à peu près de la grotte. Ces animaux sont en majorité des chevaux.
le cheval était très abondant à l'époque et c'était probablement le gibier de base des Cro-Magnons provençaux. Ensuite, au second rang, viennent les bouquetins, des animaux des rochers. Le bouquetin était un animal qui affectionnait les reliefs escarpés, mais qui vivait tout près de la mer, même si la grotte Cosquer à l'époque se trouvait à une quinzaine de kilomètres du littoral. Ensuite, il y a des bisons, peints ou gravés, d'autres bovidés sauvages, les aurochs, qui étaient d'énormes taureaux, des cervidés, des cerfs et des biches. La grotte Cosquer ne contient qu'une seule représentation de carnassier. C'est un félin, c'est la tête d'une lionne ou d'une lionne des cavernes ou d'une panthère des neiges qui est dessinée de 3/4 face. Et puis alors ce qui fait l'originalité tout à fait remarquable de la grotte Cosquer, c'est la présence parmi ces peintures et ces gravures d'animaux marins. C'est la première fois qu'on a des animaux marins peints et gravés dans une grotte paléolithique. Ici, il y a des phoques et des pingouins. Les artistes préhistoriques qui ont dessiné dans la grotte Cosquer ont employé deux techniques, la peinture et la gravure. La peinture est monochrome, c'est-à-dire qu'on a employé une seule couleur, ici en l'occurrence le noir, de la poudre de charbon de bois probablement mélangée à de la graisse. Et la gravure, on a incisé la couche de calcaire fragile, la couche de calcaire altérée qui recouvre les parois avec une pointe de silex pour tracer les contours des animaux dans le même style que les peintures. Les animaux représentés dans la grotte Cosquer présentent de bonnes proportions anatomiques, ils sont dessinés de profil et en général, peinture et gravure sont de dimensions modestes, c'est-à-dire moins d'1 mètre. La plus grande représentation est celle d'un bison qui mesure 1,20 m de la tête à la queue. Ce qui les caractérise aussi, c'est le caractère figé, raide de ces représentations. Tous ces animaux ne sont pas représentés en mouvement, ils n'ont pas la souplesse des animaux dessinés à Lascaux, à Altamira, c'est-à-dire aux Magdaléniens, plusieurs millénaires plus tard. Dans la grotte Cosquer, il n'y a pas que des animaux peints ou gravés sur les murs. Il y a aussi des outils, très peu, quelques outils, une dizaine tout au plus. Les gens qui étudient ces outils, ils s'appellent des tracéologues. En examinant la manière dont les outils sont usés, ils sont capables de vous dire à quoi ils ont servi. Qu'en est-il de la grotte Cosquer? Pour l'instant, nous n'avons que peu de pièces encore, mais ces pièces sont très intéressantes, elles sont bien conservées, elles nous apportent des informations tout à fait utiles. Ce ne sont pas les informations que nous attendions, mais si vous voulez, on va voir plus en détail au laboratoire. Là, nous avons placé un silex, l'un des silex trouvés dans la grotte Cosquer, sous le microscope, pour observer ce tranchant. Alors cet objet à l'œil nu ne présente pas de caractère particulier, mais lorsque l'on grossit le bord, à peu près un minimum d'une trentaine de fois, on distingue des petites ébréchures tout à fait particulières qui sont orientées dans un sens parallèle au tranchant, et ces petites ébréchures témoignent d'une action longitudinale parallèle au tranchant, et vraisemblablement contre une matière tendre, car ces enlèvements sont peu nombreux, il n'y a qu'une seule génération d'enlèvements, ce qui correspond au contact contre une matière souple, une matière tendre. Si cet objet avait été en contact avec une matière plus dure, il y aurait eu superposition des enlèvements. Et si ce tranchant avait servi sur une matière abrasive, rugueuse, comme la paroi calcaire par exemple, là le tranchant serait complètement émoussé, il y aurait des stries, et il serait bien plus endommagé. Cet endommagement serait particulièrement visible à l'œil nu, ce qui n'est pas le cas ici. Donc à partir des caractères observés au microscope, on peut conclure que cette petite lame de calcédoine a servi à une action assez brève de découpe sur de matière tendre, comme de la viande. Et au fait, cette grotte préhistorique, là-bas dessous, au fond de l'eau, comment est-ce qu'on a pu la dater? On a prélevé des quantités infimes de pigments charbonneux sur la périphérie des mains, comme sur les peintures d'animaux, et on a eu des dates très anciennes. On a eu des dates de 27 000, 28 000 ans pour les mains, et de 19 000 à 20 000, disons en gros, pour les animaux. Sur le sol de la grotte Cosquer, il y avait également énormément de charbon de bois qui sont des restes de torches. Des restes de torches qui, à l'analyse, se sont révélés être en pain sylvestre. Alors nous avons fait dater, bien entendu, des morceaux de charbon de bois, ces morceaux de torches, assez volumineux en général, par la méthode classique du carbone 14, qui nécessite plusieurs grammes de carbone pur. Mais il y a quelques années, la méthode du carbone 14 a été affinée
Et maintenant, grâce à l'accélérateur de particules, un appareil qu'on appelle le tendétron, on peut obtenir des datations précises avec une quantité infime de matière organique, c'est-à-dire quelques milligrammes de poudre charbonneuse, qui fait qu'on peut prélever la valeur d'une tête d'épingle, par exemple, sur une peinture rupestre, sans absolument l'altérer, et obtenir une date et dater directement cette peinture. Dans la grotte Cosquer, nous avons totalisé une vingtaine de datations directes, plus des datations de charbon au sol, ce qui fait que la grotte Cosquer actuellement est certainement la grotte ornée la mieux datée au monde. Et moi, dans pas mal de mers du monde, j'ai plongé. Et c'est vrai que chaque fois que je reviens de vacances, je regarde ici, je dis putain que c'est beau. C'est vrai qu'elles sont belles les calanques entre Marseille et Cassis. Voyez ce massif calcaire, truffé de grottes, dont certaines maintenant sont devenues des grottes sous-marines. Il y a beaucoup de plongeurs qui l'explorent. Mais ces plongeurs, vous le savez, ils sont particulièrement entraînés, ils sont préparés. On ne s'aventure pas sous l'eau, à 40 mètres de profondeur, sans une préparation physique particulière, sans des compétences particulières. Explorer une grotte sous la mer, c'est très, très, très dangereux. Alors de grâce, ne vous y aventurez pas. De toute façon, la grotte Cosquer, vous savez, il n'y en a qu'une, et on l'a déjà découverte. Eh bien, avant de nous quitter et que je continue à déguster cette superbe bouillabaisse, quelques ouvrages. L'ouvrage de Widenlocher et Herlet, Nabucco-Dinosaure, chronique de l'Ape préhistoire, paru chez Dargaud. Et puis notre sujet d'aujourd'hui, c'était une grotte ornée. Je recommande à ce sujet l'ouvrage de Michel Leurblanchet, aux éditions Errance, Les grottes ornées de la préhistoire, nouveau regard. Dans cet ouvrage, vous retrouverez les datations de la grotte Cosquer. La grotte Cosquer, en effet, c'était notre sujet d'aujourd'hui. À ce sujet, deux ouvrages. L'ouvrage de Cosquer lui-même, publié chez Solar, La grotte Cosquer, plongée dans la préhistoire. Là-dedans, vous retrouverez toute l'aventure racontée par l'auteur de la découverte. Et puis, Jean-Claude et Jean Courtin, qui sont les spécialistes et qui ont étudié la grotte, vous proposent aux éditions du Seuil, La grotte Cosquer, peinture et gravure de la caverne engloutie. Allez, moi je vous laisse. Au revoir. À la fin de la dernière glaciation, en gros il y a 10 000 ans, la grotte Cosquer, vous le savez, s'ouvre à près de 40 mètres de profondeur, 37 mètres exactement, au pied d'un tombant, par une toute petite ouverture, une ouverture de moins d'1 mètre de haut, ce qui explique qu'elle soit passée inaperçue. Et ce petit trou donne accès à une galerie très longue, inquiétante, qui mesure plus de 160 mètres de long, une galerie remontante, relativement étroite, très étroite par endroits, qui se termine par une chatière d'une quinzaine de mètres dans laquelle on se glisse sur un sol vaseux avant de déboucher dans la grande salle. Et là, on émerge, on ne peut pas dire à l'air libre, mais on émerge dans une énorme bulle, toute scintillante de stalactites brillantes, de stalagmites qui pointent de tous les côtés. Et c'est un émerveillement. Donc cette salle fait environ 70 mètres de diamètre. C'est le noir total, tout ça. Donc on se déplace avec une petite lampe, il faut pouvoir se repérer. J'ai dû y aller au moins minimum 10-15 fois avant de tomber sur la première peinture. Voilà, donc la première peinture, je suis tombé sur une main qu'il y avait sur la paroi. Et donc j'ai regardé cette main et puis j'ai dit qui c'est qui est venu taguer là-dedans. Alors Henri, je te promets, c'est pas moi. Hein. D'ailleurs, équipé comme je suis, je peux pas descendre. Hein. Les mains, j'y suis pour rien. 56 mains dessinées en négatif sur les parois de la grotte. Il y a deux façons de laisser l'empreinte de sa main sur une paroi. La plus simple,
c'est de tremper sa main dans du colorant, de l'ocre ou du charbon de bois, et l'appliquer sur la paroi. C'est une main en positif. Paradoxalement, cette méthode très simple a été très peu employée par l'homme préhistorique et il lui a préféré une méthode un petit peu plus compliquée, qui est la méthode du pochoir, c'est-à-dire on applique sa main sur la surface choisie et on souffle ou on crache avec la bouche, lèvres serrées, du colorant dilué dans la bouche, du colorant rouge, c'est-à-dire de l'ocre ou de l'argile rouge, ou de la poudre de charbon de bois pilée, si on veut obtenir des mains sur fond noir. Et par chance, dans la grotte Cosquer, ce sont en majorité des mains noires qui ont été dessinées, c'est-à-dire qu'on a employé la poudre de charbon de bois, ce qui nous a permis de les faire dater. Parmi ces mains négatives, ces 56 mains négatives de la grotte Cosquer, la grande majorité présente des doigts incomplets, des doigts raccourcis. Or, ces mains négatives avec des doigts incomplets existent et sont connues depuis longtemps dans une grotte des Pyrénées ariégeoises qui s'appelle Gargas, dans laquelle il y a plusieurs centaines de mains négatives, dont 80 à 90% présentent des doigts incomplets. Et plusieurs hypothèses ont été émises à propos de ces mains mystérieuses. On a voulu y voir d'abord des négatives de la grotte Cosquer. La grande majorité présente des doigts incomplets, des doigts raccourcis. Or, ces mains négatives avec des doigts incomplets existent et sont connues depuis longtemps dans une grotte des Pyrénées ariégeoises qui s'appelle Gargas, dans laquelle il y a plusieurs centaines de mains négatives, dont 80 à 90% présentent des doigts incomplets. Et plusieurs hypothèses ont été émises à propos de ces mains mystérieuses. On a voulu y voir d'abord des mutilations. L'homme préhistorique aurait obéi à des rites sanglants en se coupant plusieurs phalanges de la main gauche, puisque ce sont le plus souvent des mains gauches qui sont représentées. On s'est appuyé sur des exemples ethnologiques. Et puis, on a pensé que pour des gens qui vivaient de la chasse, de la pêche, qui devaient se servir de l'intégralité de leurs doigts pour tailler du silex, pour survivre, c'était vraiment s'handicaper gravement que de se mutiler de la sorte. Alors on a fait intervenir des mutilations non pas volontaires, mais pathologiques, qui seraient dues à des maladies circulatoires, comme la maladie de Raynaud ou la maladie d'Ainum, qui peut entraîner la nécrose et la chute des dernières phalanges, ou des gelures graves, puisque ces gens vivaient en climat glaciaire. Mais là aussi, la théorie ne convenait pas, car le pouce est toujours intact, aussi bien à Cosquer qu'à Gargas, et on ne voit pas pourquoi des maladies ou de gel auraient épargné le pouce et pas les autres doigts. Alors, on a choisi une dernière hypothèse, qui est probablement la plus plausible, ce qui ne veut pas dire que ce soit la meilleure, mais qui pour l'instant est la meilleure, c'est celle de doigts non pas amputés ou mutilés par des maladies, mais de doigts repliés. Et il s'agirait d'un langage gestuel, un langage silencieux. C'était un langage utilisé par les chasseurs, réservé aux hommes et utilisé par les chasseurs. Et il est très probable que dans la grotte Cosquer, c'est un message que nous ont laissé ces mains, reste et restera toujours à le déchiffrer. Une chose est sûre, les gens qui ont laissé les traces de leurs mains en bas, ils ne sont pas allés à la nage. Hein. D'abord, c'est profond. Hein. Et donc, ça veut dire qu'ils y sont allés à pied. S'ils y sont allés à pied, c'est que la mer était moins haute. Et si elle était moins haute, c'est que l'environnement était différent. Quel était l'environnement du temps de la grotte Cosquer? Les hommes se trouvaient dans un environnement totalement différent. Pourquoi? Eh bien, nous étions en période glaciaire. Qu'est-ce que ça veut dire une période glaciaire? C'est une période où le climat étant très froid, nous avions sur le nord de l'Europe et de l'Asie de grands glaciers, à tel point qu'au temps de Cosquer, il existait aux portes de Lyon une immense mer de glace. Quand l'homme arrive à la grotte Cosquer, il n'a pas ces superbes calanques que nous voyons aujourd'hui. Non, il a devant lui un vaste plateau avec une végétation très rase. À l'origine, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on ne possède plus que le tiers à peu près de la grotte. Ces animaux sont en majorité des chevaux. Le cheval était très abondant à l'époque et c'était probablement le gibier de base des Cro-Magnons provençaux. Ensuite, au second rang, viennent les bouquetins, des animaux des rochers. Le bouquetin était un animal qui affectionnait les reliefs escarpés, mais qui vivait tout près de la mer, même si la grotte Cosquer à l'époque se trouvait à une quinzaine de kilomètres du littoral. Ensuite, il y a des bisons peints ou gravés,
d'autres bovidés sauvages, les aurochs, qui étaient d'énormes taureaux, des cervidés, des cerfs et des biches. La grotte Cosquer ne contient qu'une seule représentation de carnassier. C'est un félin, c'est la tête d'une lionne ou d'une lionne des cavernes ou d'une panthère des neiges qui est dessinée de 3/4 face. Et puis alors ce qui fait l'originalité tout à fait remarquable de la grotte Cosquer, c'est la présence parmi ces peintures et ces gravures d'animaux marins. C'est la première fois qu'on a des animaux marins peints et gravés dans une grotte paléolithique. Ici, il y a des phoques et des pingouins. Les artistes préhistoriques qui ont dessiné dans la grotte Cosquer ont employé deux techniques, la peinture et la gravure. La peinture est monochrome, c'est-à-dire qu'on a employé une seule couleur, ici en l'occurrence le noir, de la poudre de charbon de bois probablement mélangée à de la graisse. Et la gravure, on a incisé la couche de calcaire fragile, la couche de calcaire altérée qui recouvre les parois avec une pointe de silex pour tracer les contours des animaux dans le même style que les peintures. Les animaux représentés dans la grotte Cosquer présentent de bonnes proportions anatomiques, ils sont dessinés de profil et en général, peinture et gravure sont de dimensions modestes, c'est-à-dire moins d'1 mètre. La plus grande représentation est celle d'un bison qui mesure 1,20 m de la tête à la queue. Ce qui les caractérise aussi, c'est le caractère figé, raide de ces représentations. Tous ces animaux ne sont pas représentés en mouvement, ils n'ont pas la souplesse des animaux dessinés à Lascaux, à Altamira, c'est-à-dire aux Magdaléniens, plusieurs millénaires plus tard. Dans la grotte Cosquer, il n'y a pas que des animaux peints ou gravés sur les murs. Il y a aussi des outils, très peu, quelques outils, une dizaine tout au plus. Les gens qui étudient ces outils, ils s'appellent des tracéologues. En examinant la manière dont les outils sont usés, ils sont capables de vous dire à quoi ils ont servi. Qu'en est-il de la grotte Cosquer? Pour l'instant, nous n'avons que peu de pièces encore, mais ces pièces sont très intéressantes, elles sont bien conservées, elles nous apportent des informations tout à fait utiles. Ce ne sont pas les informations que nous attendions, mais si vous voulez, on va voir plus en détail au laboratoire. Qui ont laissé les traces de leurs mains en bas, ils ne sont pas allés à la nage. Hein. D'abord, c'est profond. Hein. Et donc, ça veut dire qu'ils y sont allés à pied. S'ils y sont allés à pied, c'est que la mer était moins haute. Et si elle était moins haute, c'est que l'environnement était différent. Quel était l'environnement du temps de la grotte Cosquer? Les hommes se trouvaient dans un environnement totalement différent. Pourquoi? Eh bien, nous étions en période glaciaire. Qu'est-ce que ça veut dire une période glaciaire? C'est une période où le climat étant très froid, nous avions sur le nord de l'Europe et de l'Asie de grands glaciers, à tel point qu'au temps de Cosquer, il existait aux portes de Lyon une immense mer de glace. Quand l'homme arrive à la grotte Cosquer, il n'a pas ces superbes calanques que nous voyons aujourd'hui. Non, il a devant lui un vaste plateau avec une végétation très rase. C'est ce que l'on a appelé la toundra steppique. Par ailleurs, il y avait des bosquets d'arbres, comme le bouleau, l'aulne ou bien le pin sylvestre. Ces grandes étendues de toundra steppique étaient parcourues par des troupeaux de chevaux. Il y avait également des bisons qui, au niveau de leur aspect, étaient différents de ceux que l'on peut avoir aujourd'hui dans les grandes plaines nord-américaines. Il y avait aussi un animal très particulier qui, lui, a totalement disparu de nos faunes actuelles, c'est le cerf géant. Les plus grands mâles faisaient jusqu'à 1,60 m de hauteur à l'épaule. Par ailleurs, il possédait une ramure très imposante qui pouvait atteindre jusqu'à 3,50 m d'envergure et peser jusqu'à 40 kg. Il avait aussi la possibilité d'observer les bouquetins et les chamois. Et puis, n'oublions pas que nous sommes au bord de la mer. L'homme qui habitait aux alentours de la grotte Cosquer avait donc devant lui toute une faune marine. Tout d'abord, il pouvait voir des phoques. Ces phoques sont sûrement des phoques moines. Par ailleurs, il y avait aussi le grand pingouin. Le grand pingouin a totalement disparu au XIXe siècle de l'ensemble de la planète. C'était une espèce de climat froid qui est donc venu jusque dans la Méditerranée. Et donc après avoir vu la main, tu as trouvé des animaux? Oui, je suis tombé sur le panneau de petits chevaux, là, juste au ras de l'eau, là. Et là aussi, ça a été la surprise la plus totale, quoi.
parce que j'avais vu les mets, je m'attendais à trouver que des mets. Et puis donc toutes ces peintures d'animaux, ça a été encore la grande surprise, quoi. Alors, des petits chevaux au ras de l'eau, sous la mer. Quelle surprise! Quels sont les autres animaux qui sont figurés dans la grotte Cosquer? Nous avons recensé au total, pour l'instant, plus de 150 représentations animales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. À Marseille, on a découvert une grotte dont l'entrée était à 40 mètres sous l'eau et dans laquelle il y avait des peintures rupestres. Ces peintures, elles datent de plus de 20 000 ans pour les plus anciennes. 20 000 ans, c'est quelque chose qui n'est pas facile à appréhender. Je vous propose donc d'imaginer que notre Terre s'est formée le 1er janvier et qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes le 31 décembre, il est minuit, on va sortir le champagne et les cotillons. À cette échelle, chaque jour représente 12 millions d'années. Que s'est-il passé à cette échelle-là? Eh bien, par exemple, la vie, elle est apparue le 28 mars, sous forme de petites bactéries, ces animaux microscopiques qu'on va éliminer à l'eau de Javel. Les premiers vertébrés, des poissons extrêmement primitifs, apparaissent le 24 novembre. Les dinosaures ont peuplé notre globe entre le 12 et le 25 décembre. À cette échelle, Christophe Colomb a découvert l'Amérique il y a seulement 4 secondes. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir dans la grotte Cosquer, il y a un peu plus de 20 000 ans, soit à notre échelle, pratiquement 3 minutes. Rendez-vous dans les Calanques de Marseille. Eh bien voilà, je suis ici à Cassis, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Et croyez-moi, il y a 27 000 ans, cet équipement, c'était vraiment la tenue de rigueur. Aujourd'hui, la Provence, ça a bien changé, on n'a plus besoin de tout ça. Et vous le voyez, derrière moi, il y a les calanques. C'est très très joli. Et dans ces calanques, il y a une grotte. Et cette grotte, elle porte le nom d'un homme. Qui est cet homme? Je m'appelle Henri Cosquer, il y a 25 ans que je suis moniteur de plongée, scaphandrier. Et en gros, ça fait 35 ans que je plonge. J'habite Cassis depuis 20 ans et puis je suis originaire quand même de la région. Hein. Je suis né à Martigues et j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait 70 km à l'est. Voilà, donc je me suis installé à Cassis pour prendre la direction du centre cassin de plongée. Cosquer en breton ça veut dire lieu ancien et puis autre particularité c'est que mon bateau il s'appelle Cro-Magnon et je l'avais bien avant la découverte de la grotte. C'est bizarre, non? Et bien voilà, on a demandé à Henri Cosquer de nous amener voir sa grotte. Sa grotte, elle est à côté du Cap Morgiou, à 4000 nautiques d'ici, ça fait à peu près 7 km sur la commune de Marseille. D'ailleurs, moi, je vais en profiter pour essayer de faire ma première plongée. Allez, on y va? Ok, on y va. C'est bon, c'est parti. La découverte, on va dire, c'est le hasard des plongées. Et c'est vrai que toute cette portion de côte, je l'ai parcourue. De doigts repliés, et il s'agirait d'un langage gestuel, un langage silencieux. C'était un langage utilisé par les chasseurs, réservé aux hommes et utilisé par les chasseurs. Et il est très probable que dans la grotte Cosquer, c'est un message que nous ont laissé ses mains, reste et restera toujours à le déchiffrer. Une chose est sûre, les gens qui ont laissé les traces de leurs mains en bas, ils ne sont pas allés à la nage. Hein. D'abord, c'est profond. Hein. Et donc, ça veut dire qu'ils y sont allés à pied. S'ils y sont allés à pied, c'est que la mer était moins haute. Et si elle était moins haute, c'est que l'environnement était différent. Quel était l'environnement du temps de la grotte Cosquer? Les hommes se trouvaient dans un environnement totalement différent. Pourquoi? Eh bien, nous étions en période glaciaire. Qu'est-ce que ça veut dire une période glaciaire? C'est une période où le climat étant très froid, nous avions sur le nord de l'Europe et de l'Asie de grands glaciers, à tel point qu'au temps de Cosquer, il existait aux portes de Lyon une immense mer de glace. Quand l'homme arrive à la grotte Cosquer, il n'a pas ces superbes calanques que nous voyons aujourd'hui. Non, il a devant lui un vaste plateau avec une végétation très rase. C'est ce que l'on a appelé la toundra steppique. Par ailleurs, il y avait des bosquets d'arbres, comme le bouleau, l'aulne ou bien le pin sylvestre. Ces grandes étendues de toundra steppique étaient parcourues par des troupeaux de chevaux. Il y avait également des bisons qui,
au niveau de leur aspect, étaient différents de ceux que l'on peut avoir aujourd'hui dans les grandes plaines nord-américaines. Il y avait aussi un animal très particulier qui, lui, a totalement disparu de nos faunes actuelles, c'est le cerf géant. Les plus grands mâles faisaient jusqu'à 1,60 m de hauteur à l'épaule. Par ailleurs, ils possédaient une ramure très imposante qui pouvait atteindre jusqu'à 3,50 m d'envergure et peser jusqu'à 40 kg. Il avait aussi la possibilité d'observer les bouquetins et les chamois. Et puis, n'oublions pas que nous sommes au bord de la mer. L'homme qui habitait aux alentours de la grotte Cosquer avait donc devant lui toute une faune marine. Tout d'abord, il pouvait voir des phoques. Ces phoques sont sûrement des phoques moines. Par ailleurs, il y avait aussi le grand pingouin. Le grand pingouin a totalement disparu au XIXe siècle de l'ensemble de la planète. C'était une espèce de climat froid qui est donc venu jusque dans la Méditerranée. Donc après avoir vu la main, tu as trouvé des animaux? Oui, je suis tombé sur le panneau de petits chevaux, là, juste au ras de l'eau, là. Et là aussi, ça a été la surprise la plus totale, quoi. Parce que j'avais vu les mets, je m'attendais à trouver